Bienvenue à cet épisode de Pour convaincre un Capricorne, édition Gémeaux. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on a un invité spécial qui est Azur. C'est un astrologue basé en France, spécialisé en étoiles fixes. C'est une pratique quand même très unique dans le milieu de l'astrologie. C'est quelqu'un qui apporte des réflexions bien renseignées, très profondes, très enrichissantes. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai développé une amitié sur plusieurs années. Autre chose, pour vous donner un petit contexte, Marianne avait un petit rhume, donc on était toutes à distance, fait que ça va donner un audio un petit peu plus rough que les autres fois. Merci beaucoup et bonne écoute. Peut-être que Azur, tu pourrais te présenter un petit peu. Ouais, moi c'est Azur, je suis astrologue et artiste. Je me spécialise particulièrement dans les étoiles fixes dans le cadre de l'astrologie et je dirais pas que j'appartiens à une tradition particulière. Je sais que souvent certaines formes d'astrologie sont qualifiées d'astrologie traditionnelle. Ça me parle pas trop parce que je considère que la notion de tradition c'est quand même un truc spécifique et en l'occurrence je m'intéresse à différents courants, même si celui dans lequel j'ai ma fondation, on va dire, c'est le courant néo-hellénistique. Et je donne des consultations depuis 2020. J'écris un blog / newsletter en anglais. J'écris aussi un blog en français. Avant de m'intéresser à l'astrologie, je me suis intéressé à la psychotraumatologie, à la relation d'aide, aux enjeux de handicap, à plein de considérations sociologiques dans tous les sens. Et ça informe ma pratique beaucoup. Tout ce qui est enjeux queer aussi et trans. Pour autant, je qualifierais pas ma pratique d'astrologie queer ou féministe ou j'ai pas trop envie d'utiliser ça comme un qualificatif qui pourrait être un argument marketing, mais c'est sûr que ça infuse la manière dont j'approche l'astrologie. Peut-être que ça serait intéressant que tu nous vulgarises un peu dans tes mots. Qu'est-ce que c'est les étoiles fixes pour ceux qui suivent pas vraiment l'astrologie? On parle d'étoiles fixes en contraste aux étoiles vagabondes ou errantes, parce que c'est le terme plus ancien pour les planètes. Les étoiles fixes, ça va être les étoiles qui composent les constellations. Ça peut être les constellations qui ont inspiré le zodiaque, par exemple la constellation du Gémeaux, mais il y a beaucoup d'autres constellations dans le ciel. Une de mes spécialités, c'est d'étudier ces étoiles. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est un peu la base de l'astrologie, en fait, les constellations et leur interprétation, mais c'est pas vraiment quelque chose qui a perduré autant que d'autres notions. Et j'écris beaucoup sur certaines étoiles spécifiquement ou sur des constellations. Par exemple, sur les étoiles qui sont projetées dans le signe des Gémeaux, le signe des Gémeaux tropical. Il y en a énormément de différentes constellations et on pourrait passer 2 heures à parler de chacune d'entre elles. Donc voilà, on va pas le faire aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent. C'est ça, aujourd'hui, on est là pour parler du Gémeaux. Fin mai à fin juin, en fait, c'est jamais une date exacte, ça dépend tout le temps du moment auquel le soleil arrive sur le degré zéro du signe. C'est en relation avec le bélier qui commence l'équinoxe. On pourrait dire que le zodiaque suit les points cardinaux, là, équinoxe, puis solstice, ainsi de suite. Là. Ce qui est assez spectaculaire cette année, c'est que Uranus vient de rentrer en Gémeaux. Le dernier changement de signe de Uranus, c'était la pandémie. Là. Si on avait Uranus en taureau, le dernier épisode, on parlait du taureau aussi, puis c'est un signe qui est beaucoup dans la lenteur. À voir comment Uranus a apporté cette perturbation là dans la stabilité, tu sais, déjà. Puis c'est pour ça aussi, au dernier épisode, j'ai mentionné que moi, je pense on devrait s'attendre à des deepfakes. Tu sais, on l'a vu arriver là, dans les dernières années. Puis c'est des grandes questions éthiques que tout le monde se pose. Je pense que la tension va continuer à s'intensifier puis à s'accélérer. Là. Ça a clairement pris une ampleur incroyable avec l'entrée de Pluton en Verseau. Et je m'attends effectivement à ce que Uranus en Gémeaux, ça intensifie la perturbation des thématiques du Gémeaux. En fait, la communication, le rapport à l'écriture, le rapport à les manières dont on communique et dont on réfléchit. Quand je voyais la représentation du Gémeaux, tu sais, c'est souvent comme deux personnages. Pour moi, ça évoquait comme quelque chose de binaire. Je pense que c'est le rapport entre soi et le reste. Si tu le séparais de manière binaire comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun, puis qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de différent, puis comment tout ça, ça entre en relation aussi, là. Enfin, cette notion de dualité, de multiplicité, d'éparpillement et de choix à faire, elle est assez au cœur des camps du Gémeaux. Et ouais, cette notion de comment on se définit, comment ça contraste avec les autres, enfin, c'est une thématique de signe d'air dans une certaine mesure, parce que la notion de contraste et de dualité, ça me fait aussi vraiment penser à la balance. Tout ce qui motive le Gémeaux, c'est d'en apprendre autant que possible, en fait. Quand tu as cette posture-là, tu as besoin d'une certaine flexibilité, tu as besoin d'une ouverture d'esprit. De là aussi, je crois, la dualité, tu vas accepter tout et son contraire, dans le fond. Tu sais, comme, mettons, si j'imagine un journaliste, t'as comme pas le choix d'être flexible dans le langage, dans comment
t'approches les autres parce que tu vas aller chercher différents points de vue, différentes opinions, puis tu veux pas nécessairement teinter, tu sais, avec une seule couleur tout ce que tu vas aller chercher comme information parce que tu veux aller en chercher le plus possible. Le Gémeaux est très malléable pour ça. C'est la flexibilité, tu sais, de l'ouverture d'esprit. Fait que c'est facile de passer d'une réalité à l'autre, de passer d'un point de vue à l'autre, d'un camp à l'autre. Je veux dire, un gros exemple de ça, c'est Donald Trump en ce moment. C'est quelqu'un qui sait se servir du langage pour connecter avec certaines masses de gens. C'est vraiment quelqu'un qui va dire tout et son contraire. Je pense qu'il y a une de ces choses-là qui rendent aussi le Gémeaux charismatique, cette facilité-là de passer d'une personne à l'autre, de trouver où s'accrocher, être bon dans le réseautage, ben ça fait en sorte que tu arrives à aller chercher des expériences puis des apprentissages de d'autres personnes. Tu sais, le Gémeaux va aussi comme s'inspirer, se nourrir de d'autres personnes, même vivre à travers les autres. Comme à peu près pas mal tous les signes mutables, c'est des signes qui ont plus de difficultés à se définir, même situer leur identité dans tout ce qu'ils font. Dans des conceptions plus populaires, le Gémeaux, c'est vraiment un des signes qui se fait le plus tailler, quoi. Sans que ça crée des complexes, ça peut vraiment donner des clichés un peu durs. Et j'ai l'impression que c'est effectivement souvent dû à cette fluidité qui peut être un atout, mais qui, dans les pires scénarios possibles, ça donne une espèce d'absence de position claire. Si on a un besoin de sérieux et de posture très claire, ça peut être éprouvant. J'ai regardé un peu des exemples de personnes célèbres dans des bases de données qui ont beaucoup de Gémeaux. Un exemple qui m'a un peu marqué parce qu'il y a Uranus en Gémeaux, le Soleil, Mercure et Vénus tout en maison 1, c'est Alois Alzheimer, qui était un médecin psychiatre, un neurologue qui a décrit la maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Et je trouvais que c'était hyper littéral comme illustration de ce rapport à la pensée, à la cognition qui est propre aux Gémeaux. Et ouais, un exemple de quelqu'un du coup qui a amené un changement positif pour le coup dans la compréhension de quelque chose qui afflige la cognition et la mémoire. La planète Mercure qui dirige le Gémeaux, c'est une planète qui est associée à la cognition, à la communication, à l'apprentissage, à la flexibilité, les divinités qui lui sont associées dans les mythes. Il y a vraiment cette idée d'aller entre les mondes, cette figure psychopompe. Et il y a vraiment ce côté joueur, ce rapport au vol, ce rapport au mensonge qui est assez prononcé. De voir Alois Alzheimer dans ces exemples, je me dis, ah oui, très littéral en fait. Dans les mythologies gréco-romaines, Mercure, c'est le messager des dieux, là. Donc c'est vraiment la planète qui représente le déplacement rapide, faire le pont entre deux mondes. Dans d'autres exemples que j'ai trouvé un peu marquants dans mes recherches, il y avait Gwendolyn Brooks, qui est la première femme afro-américaine à recevoir le prix Pulitzer pour la poésie. Donc là, on a vraiment le rapport au verbe qui est accentué. Donc elle est née avec Mercure, Mars, la Lune, le Soleil en Gémeaux en maison 9, qui est une maison associée à la publication. Donc c'est un exemple très littéral. Un autre exemple que j'ai souvent pris pour le signe des Gémeaux, c'est Edward Snowden, un informaticien. On est vraiment sur une figure très mercurienne. Mais il y a aussi le rapport avec Mars, la défiance de l'autorité. Oui, puis le switch aussi, là, parce qu'il travaille pour le gouvernement, puis du jour au lendemain, tu sais, c'est comme non, finalement... Là, dans le jardin, Adam et Ève qui croquent la pomme puis qui ont le fruit de la connaissance. C'est un fruit qui est interdit. J'ai envoyé une vidéo à Vanessa qui parlait de l'impact de la découverte du feu sur le développement des humains. Parce que dans le fond, c'est comme qu'est-ce qui fait de nous des humains? Comme d'où vient cette espèce de séparation-là entre l'humain puis l'animal? Puis je trouvais ça intéressant comment il y a différents mythes comme ça, même si dans la Bible, c'est vraiment les humains sont nés, ils étaient déjà des humains. Tu sais, il y a pas vraiment cette notion d'évolution-là nécessairement, mais il y a quand même un passage de une espèce d'air d'innocence puis de vie dans la nature à une espèce de conscience. Dans le mythe de Prométhée, c'est un cadeau, le cadeau de la connaissance volé, dans le fond, à quelque chose de divin. Puis dans la philosophie antique, quand tu penses aux muses, puis tout ça, les idées puis la créativité, c'est comme un monde parallèle auquel les artistes puis les penseurs ont accès, mais c'est comme si les pensées venaient pas d'eux, ils venaient d'un autre univers auquel ils accédaient. Versus dans la Bible, il y a quelque chose de vraiment plus matérialiste, de cette séparation-là entre le divin puis le monde des humains, puis on a comme pas beaucoup de contact. Dans l'idée que la connaissance, c'est comme un cadeau qui nous est fait, mais c'est un choix qui défie un peu les lois de la nature. On parlait dans d'autres épisodes aussi du fait que on fait beaucoup des appels à la nature puis à la biologie pour aller justifier des fois des politiques ou des idéologies qui sont
sont plus rétrogrades. On vit en paix les uns avec les autres, on fait preuve d'ouverture d'esprit. Peut-être que c'est dans nos instincts primals. Puis là, ça, c'est comme toute une question philosophique. Est-ce qu'on est bon de nature ou pas? Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est plus, même si c'était pas naturel, c'est un choix, en fait. C'est une stratégie de survie, en fait, les processus d'identification. C'est une manière de catégoriser les gens. Une stratégie qui a quand même ses limites, tu sais, puis qui a comme quelque chose d'assez primal, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène de naturalisation de la violence et d'instrumentalisation de la notion de nature, notamment le rapport au genre et aux normes de genre et l'imposition d'une binarité sur des phénomènes naturels qui sont pas binaires en fait. Enfin, c'est complètement effacer l'existence des personnes intersexes, souvent criminaliser les personnes trans. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça ramène à cette notion du pouvoir du verbe, pouvoir de la parole en termes de normalisation, de banalisation et d'imposition de quelque chose. Dans certaines doctrines néolénistiques, on considère que Mercure se réjouit en maison 1. Et c'est vraiment lié à cette idée de premier souffle qu'on prend quand on naît. Et ouais, de cette capacité à penser, à communiquer. Sachant que je pense que des fois, on a tendance à être vraiment centré sur l'oralisation et la verbalisation comme capacité de communiquer. Je ne limiterai pas Mercure à juste la capacité à oraliser, parce qu'il y a des personnes qui vont pas oraliser, mais qui peuvent s'exprimer par ailleurs. Donc j'inclus aussi les langues des signes, comme la LSF ou autre. Et d'ailleurs, Mercure est aussi associé aux mains, donc je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on communique beaucoup avec les mains aussi, qu'on soit oralisant ou pas, qu'on s'exprime par la langue des signes ou pas. C'est une manière de communiquer aussi que de communiquer non verbalement. Et c'est inclus dans le profil de Mercure aussi. On vit dans une société qui est tellement individualiste et qui pousse à se penser comme un individu très séparé des autres et qui doit être performant individuellement. Tout ça aussi, ça a été naturalisé de manière qui est hyper bancale. On est composé de plein d'organismes différents déjà. On cohabite avec tout un tas de bactéries et d'autres êtres vivants qui nous nourrissent, dont on se nourrit, qu'on nourrit. Oui, je pense que c'est super intéressant et important de valoriser une certaine forme d'autodétermination. Et en même temps, on ne peut pas ignorer qu'on s'inscrit dans plein de systèmes. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est de voir comment est-ce que les systèmes fonctionnent ou pas et comment on s'insère dedans, et pas d'essayer de valoriser quelque chose d'hyper individualiste. Comme quoi, on est censé se suffire à nous-mêmes et être capable de se définir complètement par nous-mêmes en tout temps. Quelle agentivité on a, en fait, quel pouvoir on a, où est-ce qu'il s'arrête, comment est-ce qu'il trouve ses limites, comment est-ce que ça respecte l'agentivité des autres. C'est quand même une des grandes forces du Gémeaux, justement, cette adaptabilité-là. Quand, justement, t'as pas trop une position campée sur c'est quoi ton identité ou comment tu te détermines, en fait, d'accepter les multiples niveaux, les multiples systèmes, puis de juste comme naviguer à travers tout ça très, très, très fluidement. Puis souvent, mettons, on va dire que les Gémeaux sont comme girouettes, puis ce genre de choses-là, mais c'est vraiment une force, considérant aussi que ça vient après le Taureau, qui est un signe qui est beaucoup dans l'inertie. Ben, ça vient justement apporter un changement, carrément un souffle nouveau, c'est un signe d'air. Il y a ce côté-là de je suis en pleine découverte constamment, tu sais. Il y a un émerveillement pour la vie, tout est nouveau. On avait échangé beaucoup, Marianne et moi, sur la neurodivergence. Ce podcast-là, il fait un peu TDAH aussi, là, je veux dire, on saute d'un sujet à l'autre. Puis il y a ça, tu sais, il y a ça dans le TDAH, dans les systèmes dans lesquels on évolue, puis surtout les constructions sociales qu'on s'est faites. Les gens trouvent ça plus simple et plus facile de suivre des ordres prédéterminés puis des structures des fois rigides. Un cerveau plus TDAH, neurodivergent, fit vraiment moins bien dans un cadre, mais fonctionne très, très bien quand il suit justement ses intérêts, sa curiosité, puis le format de notre podcast aussi a un peu cette nature-là, d'un saut d'un sujet à l'autre, mais il y a quelque chose d'assez enlevant là-dedans parce qu'on se laisse porter par ce qui nous anime, tu sais. Une autre des forces, c'est une autre des dualités aussi, là, justement, comme tu me donnes une idée, je t'en donne une autre, puis on se répond comme ça. Je pense que ce qui est souvent considéré comme un défaut peut être une force et vice versa, et c'est aussi très méta en fait, parce que il y a cette notion de dualité, quoi, de comment est-ce qu'on peut vraiment définir ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, non, en fait c'est une troisième chose complètement différente et qui échappe à ces catégories-là. Pour beaucoup de personnes qui ont un trouble de l'attention, il y a vraiment un défi sur le fait de trouver une structure qui soit soutenante et pas limitante. C'est un challenge parce que les structures qu'on nous a déjà présentées étaient limitantes, étaient imposées, étaient inconfortables, étaient activement douloureuses. Et du coup, on a parfois du mal à imaginer une structure qui soit vraiment aidante. Enfin, pour prendre une métaphore qui a probablement vraiment des limites, enfin, si on veut aller se balader, on n'a peut-être pas envie d'utiliser le chemin le plus connu, qu'on connaît déjà, où il y a du monde ou des trucs comme ça.
Et c'est OK. Par contre, ce qui va être important, c'est de quand même prendre de l'eau et un snack et peut-être une carte ou peut-être quelque chose qui nous permet de retomber sur nos pieds si on a besoin. Et du coup, là, typiquement, pour la gestion d'un podcast, peut-être qu'on n'a pas envie de faire un truc où c'est hyper structuré, à la virgule près, on a déjà écrit notre texte, etc. On a envie d'avoir cette spontanéité, cet échange. C'est ce qui fait que c'est riche pour nous et on l'espère pour les gens qui vont écouter. Mais on a quand même une espèce de chemin de fer un peu vague où on sait qu'on a envie d'aborder tel sujet, et ça nous permet de nous repérer et de pas être complètement perdu en mode oh non, je suis parti trop loin et maintenant je sais plus où je voulais aller. La question de qu'est-ce qui est une force et qu'est-ce qui est un défaut, c'est souvent au cœur de ces enjeux-là. Et souvent, il y a besoin d'une reconceptualisation, ce qui est aussi, je trouve, très mercurien. Se dire, OK, comment est-ce que je peux examiner ça de manière différente ? Ce qui a toujours été traité comme un défaut, et dans quel contexte est-ce que ça peut être en fait quelque chose qui, même si je considère pas que c'est une qualité, au moins est juste neutre en fait, est juste quelque chose chez moi que je vais essayer d'accepter, que je vais essayer d'intégrer dans mon quotidien plutôt que me dire je devrais être différent ou... Ça m'a fait penser, tu sais, je perçois pas le Gémeaux comme étant vraiment dans une moralité, là. Il existe beaucoup en dehors de la moralité. Il y a des signes, on dirait, qui se prêtent plus, là, à certaines idées de moralité. Il prend jamais rien pour acquis, en fait. C'est ça l'idée aussi, je pense, du Gémeaux. Il n'y a rien de noir ou blanc, là. Tu peux avoir l'air la personne la plus convaincue d'une idée un jour, puis le lendemain, complètement le contraire. Le rapport au langage, tu sais, puis à la sémiotique, puis ce genre de facilité-là à naviguer, puis à questionner aussi le sens des choses, puis la philosophie derrière. On parlait de neurodivergence, là. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de... C'est tout le DSM-5, en fait, là. C'est des listes de symptômes. Puis quand t'en coches assez, t'as un diagnostic. Tu sais, c'est un peu comme ça que le protocole en psychiatrie. C'est très binaire, en fait. C'est tu l'as ou tu l'as pas, le diagnostic, tu sais. Puis là, on parle de neurodivergence, mais dans le fond, la neurodivergence, ça rentre dans le concept de neurodiversité. Même un cerveau, mettons, qui serait dit neurotypique, mais en fait, ça existe plus ou moins. C'est vraiment comme une espèce de concept plus qu'une chose réelle. Et, on pourrait pas dire voici les critères pour déterminer qu'est-ce qu'un neurotypique. Il n'y a pas de diagnostic pour ça. C'est pas comme par défaut, t'es ça jusqu'à ce que on te mette une autre étiquette, tu sais. Puis après ça, il y a toutes les questions de comorbidité aussi, puis de porter plusieurs étiquettes, puis tout ça, puis comment est-ce que ça complexifie le processus aussi de diagnostic dans ce temps-là. Puis même la notion d'intelligence aussi, là. Le quotient intellectuel, c'est aussi quelque chose qu'on prend vraiment pour acquis, mais qui est aussi un construit, en fait, là, qu'on fait. On a des tests standardisés, conçus ces tests-là par des gens dans un certain contexte pour évaluer quelque chose de très spécifique dans un contexte spécifique. Puis après ça, on se sert de ça pour définir l'intelligence at large dans tous les contextes. Ça me fait penser déjà à l'origine du terme neurotypique, mais c'est des personnes du coup neurodivergentes qui ont écrit un texte satirique qui a été publié en 98. Qui est toujours trouvable en ligne grâce à Wayback Machine. Et en fait, c'est un texte satirique qui imite le DSM pour décrire les personnes neurotypiques. C'est parti de là, en fait, ce terme-là. C'était vraiment de l'humour pour pointer la pathologisation, notamment des personnes autistes, mais pas que. Les gens ont commencé à se définir comme notamment neuroatypiques. Mais du coup, c'est vraiment parti d'une blague pour parler de la pathologisation qui a un réel enjeu politique assez sérieux, assez grave, mais je trouve que c'est aussi extrêmement Gémeaux comme move. Et par rapport au DSM, il a fait polémique, genre vraiment, vraiment très, très polémique. Et notamment auprès de psychiatres qui avaient participé à l'édition du DSM-4. Il y a des gens qui ont vraiment renié le DSM après la sortie du DSM-5 en disant que ça devenait ridicule, que tout était pathologisé, même le rapport au deuil, que c'était vraiment excessif. Du coup, je trouve ça assez fascinant, quoi, parce que la définition de ce qui est un problème psychiatrique ou pas, en fait, elle fait débat, y compris chez les psychiatres. Je pense que ça met en lumière à quel point certaines catégories, elles sont construites, elles sont situées culturellement, elles sont situées en fonction des choix politiques qu'on fait, de marginaliser ou pas, de pathologiser ou pas, d'exclure ou pas. Ça renvoie à la notion de modèle social du handicap, de comment on construit des personnes handicapées, en fait, que c'est pas juste une notion médicale, mais que c'est une notion sociologique et politique. J'écrivais sur le sujet aujourd'hui et je référençais une écrivaine autiste qui s'appelle Lovett Jallow, qui écrit en anglais. Elle parle notamment de comment la neurodivergence était abordée dans des sociétés plus anciennes en Afrique de l'Ouest, avec des figures de guérisseurs, de griots, de devins,
pas de manière forcément genrée, hein. Ça pouvait être aussi des femmes. Ça exclut pas de considérer, ok, quelles difficultés je rencontre et où est-ce que j'ai besoin d'aide, mais dans un contexte d'une société qui est moins individualiste et qui va plus réfléchir en fonction de quel rôle la personne peut tenir au sein de cette société. Enfin, la question de la pathologisation se pose peut-être vachement moins. Et je trouvais que c'est vraiment des perspectives précieuses parce que des fois, un des gros problèmes avec la psychiatrie, il y en a beaucoup, mais un des gros problèmes, c'est que c'est une vision très occidentale, c'est une vision qui du coup est très infusée de suprématie, notamment de suprématie blanche, mais pas que. On est vraiment sur des visions de l'intelligence qui sont très néocolonialistes. D'ailleurs, le DSM et son utilisation et les tests de QI aussi, ils ont tendance à vraiment exclure des approches de l'intelligence différentes et pathologiser certaines incapacités perçues parce qu'elles ne correspondent pas à certaines idées qui sont situées culturellement, en fait. Enfin, je sais qu'il y avait des recherches qui avaient été faites là-dessus sur le fait que des enfants natifs des États-Unis allaient être considérés comme pas assez intelligents, mais parce que, en fait, les visions de certains concepts étaient pas présentes parce que c'était pas présent dans le contexte culturel et que ça avait rien à voir avec une capacité cognitive, mais juste, si t'as pas le concept d'une chaise, tu vas pas reconnaître une chaise, ce genre de choses. Et je pense que la volonté de classifier pour mieux comprendre les choses, elle est pas ni bonne ni mauvaise en soi, en fait. Ça peut être un outil hyper intéressant et salvateur dans certains cas, et dans d'autres cas, ça peut être hyper oppressif. Là, je voulais parler des modèles de langage comme ChatGPT ou comme Gemini ou tout ça. Puis là, Gemini, qui va t'aider à trouver des arguments, peu importe c'est quoi, qui va pas vraiment justement avoir d'allégeance. La notion de bien et de mal dans un modèle de langage est informée par les gens qui l'ont programmé puis les limites que eux vont lui donner, en fait. C'est pas nécessairement quelque chose qui est inné, mais qui est en fait balisé. Par défaut, le modèle de langage peut dire tout et n'importe quoi, puis nous, on lui dit qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de dire. On lui assigne pas nécessairement justement une allégeance, une idéologie, on lui dit quelques sujets à ne pas aborder. Puis encore là, c'est plus ou moins fonctionnel. Tu sais, il faut le faire, là. Ils ont quand même choisi ce nom-là pour l'IA de Google, là. J'étais quand même curieuse de voir, là, comment ils sont tombés sur Gemini, puis je suis tombée sur un blog post de Google, là, puis il expliquait un peu comme l'origine du nom. C'est des paroles vides. I felt the twins aspect of the name Gemini was a great fit. But the twins here are folks in the legacy brain team and the legacy deep mind. Je veux dire, peut-être que quand tu travailles chez Google, ça a beaucoup de sens, là, mais tout de suite après, ils switchent puis ils parlent du Project Gemini de la NASA. Puis ça a aucun rapport avec le système d'IA de Google, là. Non, c'est vraiment, on a donné ce nom-là parce qu'on trouvait que c'était cool. Absolument. C'est juste comme un plaqué de la définition du dictionnaire. Puis on va se servir de ce mot-là parce qu'en ce moment, l'astrologie est cool. Puis il y a vraiment un côté hyper marketing gras. Tu sais, genre, il peut y avoir ce côté-là avec l'énergie Gémeaux. Je me suis penché un petit peu sur les thèmes de lancement de différents modèles. Le LLM de Gemini, il n'a pas du tout été lancé pendant un alignement majeur en Gémeaux. Mais ce que j'ai noté dans plusieurs thèmes de différents modèles, Gemini et autres, c'est qu'il y avait une emphase sur une étoile qui se trouve dans le Sagittaire. Du coup, c'est une étoile qui s'appelle Antares. Certaines personnes disent que c'est l'étoile la plus martiale du ciel, donc il y a un côté très orienté bataille. Et en même temps, c'est pas forcément très très visible. Ça peut être souterrain. On est un peu sur des thématiques espionnes dans certains cas. Ouais, un rapport au dogmatisme, un rapport au fanatisme même, à l'obsession. C'est une étoile qui est associée à l'intelligence, à la cognition et dans le meilleur scénario possible. On est clairement sur quelque chose qui est stimulant à ce niveau-là et qui est intéressant, mais dans les facettes les plus destructrices de la manière dont cette étoile peut s'exprimer, on a quelque chose qui est très agressivement prosélyte et qui va représenter une destruction de la capacité à penser pour soi-même, en fait. Dans ce cas précis, en fait, c'est pas des alignements super fun qu'on a sur cette étoile pour les sorties de ces pseudo-intelligences. Des outils qui sont utilisés aussi pour accumuler des données sur les utilisatoristes en masse. Du coup, ça devient des outils de surveillance de masse aussi, et avec pas mal de conséquences vraiment
assez grave, surtout à long terme. Et en fait, on voit qu'on a une perte de ressources intellectuelles, en outre du vol intellectuel que représentent les IA à beaucoup d'égards. Même en dehors de ça, en fait, il y a des recherches qui ont été faites sur le fait que les gens qui utilisaient beaucoup ces modèles, ils se retrouvaient avec des pertes cognitives, en fait, des pertes de capacité à penser pour eux-mêmes. Ça encourage une forme de paresse intellectuelle à défaut d'un meilleur mot. J'aime pas trop parler de paresse en général, mais là, on est vraiment sur quelque chose qui pousse à faire des raccourcis, et des raccourcis qui sont dommageables parce qu'en plus, il y a de la désinformation. Donc, c'est même pas comme si c'était une machine qui faisait les choses à notre place de manière aussi efficace qu'admettons un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, de temps en temps, il reste peut-être quelque chose qui est pas tout à fait propre, mais ça va, dans l'ensemble, c'est une machine qui fait bien son travail. Mais là, on n'est pas sur une machine qui fait bien son travail. Une dynamique, en fait, de prosélytisme autour des IA, de non, mais il faut l'utiliser, sinon vous allez être laissé sur le bas-côté. Ça demande pas mal d'esprit critique, mais aussi de force de caractère, en fait, de dire, bah non, j'ai pas envie d'utiliser ces outils. Je m'y oppose pour des raisons éthiques, pour des raisons environnementales. On a vraiment, des dynamiques qui confinent à des dynamiques sectaires, en fait. Alors même qu'il y a des gens qui en meurent, en fait, littéralement. Il y a des gens qui ont été encouragés au suicide par des IA, quand même. C'est assez répandu, il y a des procès en cours, enfin, on est vraiment sur des choses très très graves. Et pourtant, on a toujours une propagande effrénée de il faut intégrer les IA, il faut la mettre dans le quotidien, il faut les utiliser. C'est juste dans l'intérêt des milliardaires qui ont investi beaucoup dedans. Quand même très très ironique. Vénus est aussi assez mal en point dans les thèmes de lancement à chaque fois, ce que j'ai trouvé assez interpellant, parce que Vénus, c'est la planète du lien social, de l'harmonie, du relationnel au sens large, et pas juste l'amour. Et de voir Mars sur une étoile très martiale et Vénus mal en point, je suis oui, ça raconte quand même quelque chose d'assez percutant sur l'impact de ces technologies, l'agressivité avec laquelle elles sont promues, alors que elles améliorent pas la qualité de vie des gens et leur capacité à être en relation. À la même manière que les algorithmes de Facebook et tout ça donnent vraiment l'impression qu'ils te rendent service, tout est gratuit. Il y a vraiment une espèce d'illusion, comme si c'était un réceptacle vide, tu sais, puis que c'est à toi d'y mettre ce que tu veux, tu sais, dedans. Mais à quelque part, justement, ça stocke beaucoup d'informations que les gens réalisent pas trop quand ils interagissent avec l'intelligence artificielle, c'est que en fait eux ils nourrissent l'intelligence artificielle en faisant ça. Oui, l'intelligence artificielle elle génère beaucoup de contenu. Pour que elle soit capable de produire du contenu, il faut qu'on interagisse avec elle, parce que sinon toute seule elle est rien, tu sais. Elle se réalise à travers la relation à l'autre. Effectivement, au mieux on a quelque chose de très positif dans cette capacité à valoriser l'interaction et à restituer des choses, à disséminer des choses. Les Cinder en général, on leur reproche souvent d'être plus volatiles et dispersés, mais il y a vraiment quelque chose qui peut être très positif là-dedans. Ça génère absolument pas assez de revenus, donc à un moment ou à un autre, il va falloir que ce soit payant. Et pour que ça puisse générer du revenu, il faut que les gens soient dépendants à ces technologies. Et du coup, c'est d'autant plus crucial de pas les adopter. Il y a quand même des gens qui sont dépendants déjà de ça, justement, puis qui payent pour ça. Souvent, ça va être des gens pour qui c'est l'aspect relationnel qui est important pour eux. Comme il y a aussi des gens qui s'en servent pour leur travail, là, pour générer du code, par exemple, des choses comme ça. Mais je pense beaucoup à, tu crées une espèce de persona, un avatar avec lequel tu interagis, puis il y a des gens qui tombent vraiment en amour, là, avec ça. Ce qui te manque d'une relation avec une vraie personne, c'est qu'une vraie personne, justement, va te challenger sur tes valeurs, sur qu'est-ce que tu communiques, puis tout ça, puis va t'amener à apprendre de tes différences. L'intelligence artificielle, elle se développe grâce à l'interaction que toi, tu as avec elle. Mais toi, ton développement il est comme stagné, en fait. Parce que tout ce qu'il fait, c'est te refléter qu'est-ce que toi, tu lui envoies. C'est clair que les recherches qui ont été faites là-dessus, elles sont très inquiétantes sur le côté vraiment psychophantique de ce type de modèle qui, en fait, va toujours te valider, va toujours te dire « Ah, mais quelle idée brillante, ah, mais oui, t'as raison, machin bidule. » Même quand tu lui dis « Non, mais là, t'es en train de me dire n'importe quoi », elle va dire « Ah, mais oui, tout à fait, tu as raison de me le dire. » Et puis continuer. Enfin, c'est complètement absurde, en fait. Les recherches ont montré que les gens perdent en capacité, gagnent en confiance en leur intelligence de manière injustifiée. Je pense qu'on peut voir aussi dans la volonté de pas forcément avoir une position très tranchée, le fait de se dire en fait je suis en train d'apprendre, donc je vais pas prendre une position dure parce que j'ai encore plein de choses à découvrir et c'est pas vraiment mon rôle de dire c'est comme ça que ça se passe. Je suis encore en train de découvrir plein de choses et j'ai encore plein de choses à découvrir. Cette fonction-là, elle est pas encouragée par ce type de technologie, malheureusement, quoi. Et capable de dire que tout est une bonne idée, elle va jamais t'arrêter, tu sais. Y compris quand tu lui dis j'ai envie de savoir comment attacher un nœud coulant, quoi. J'ai vu des extraits d'une conversation là-dessus. Voilà, la famille a porté plainte parce que c'est un adolescent qui s'est tué. Mais c'était d'un sinistre de voir l'IA dire ah oui, je comprends ce que tu me demandes, je vais pas regarder ailleurs, c'est courageux de ta part d'aborder le sujet de manière aussi directe, enfin ce genre de choses. Et en fait, c'est effectivement il y a un problème quant au fait que les gens se retrouvent à traiter ces modèles comme
à un confident, à une thérapeute, ça reste un problème de mettre cet outil à disposition et de l'encourager à dire des choses pareilles. Le fait que ça arrive aussi souvent, que ça arrive de manière qui s'empire aussi vite, c'est qu'il y a un défaut dans les machines en soi, dans la manière dont elles sont conçues. On peut pas juste se déresponsabiliser en disant ah non, mais c'est parce que les gens ils auraient besoin de voir un thérapeute et puis ils prennent l'IA pour leur thérapeute. Bah oui, mais c'est encouragé dans tous les sens. Donc et puis l'accès à la thérapie est quand même pas non plus facilité pour tout le monde non plus. Donc c'est hyper dépolitisant de prétendre que le problème se situe à cet endroit. Juste le choix d'appeler ça de l'intelligence artificielle, c'est déjà un choix marketing aussi. Ça évoque quelque chose dans notre esprit. C'est une culture de la science-fiction qui accompagne ce choix de termes-là puis qui va accompagner notre définition de qu'est-ce que c'est. Puis, c'est intéressant même de voir à travers l'histoire comment la définition d'intelligence artificielle évolue en même temps que les innovations technologiques se font aussi. Puis, on a tendance à mélanger un peu les concepts puis à se dire, mais si ça passe le Turing test, puis là, ben, je pense que dans le cas des modèles de langage, c'est évident que oui, là, c'est vraiment possible que il y a des gens qui pensent même qu'ils s'adressent à des entités divines ou justement qui pensent que ChatGPT a une conscience ou des choses comme ça. Ben là, c'est clair que le Turing test il est passé, mais le Turing test, ça identifie comme un facteur de qu'est-ce qu'on considère comme de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est quelque chose qui est très dur à définir, puisque c'est un peu une machine à prendre plein d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, puis à te le renvoyer quand tu lui poses une question. Ben, il y a aussi de la désinformation qui lui a été nourri là, dans ses réponses. Tu demandes des sources bibliographiques à ChatGPT, tu lui demandes d'écrire un texte, de fournir ses sources. Ben, des fois, il va te donner le vrai nom d'un chercheur puis le vrai nom d'une thèse où c'est pas ce chercheur-là qui a écrit cette thèse-là puis c'est pas de ça qu'elle parle. Juste assez sensé pour que toi, quand tu le lis, ça te semble être vrai. Mais ça n'a pas besoin d'être vrai. C'est terrible parce que du coup, tu as l'impression de gagner du temps, mais en fait, si tu veux faire un travail vraiment sérieux avec ces technologies, tu devrais tout vérifier. Donc, en fait, autant faire le truc toi-même. Je me souviens que j'avais lu un article par un programmeur qui expliquait qu'il avait utilisé une IA pour quelque chose qu'il devait coder. Et en fait, il avait expliqué que ça lui avait pris beaucoup moins de temps, hyper laborieux, parce qu'en fait, il devait à chaque fois relire ce que l'IA avait fait. 90% de ce que l'IA avait écrit était correct, mais il y avait quand même des petites choses à corriger. Et du coup, c'était hyper ennuyeux comme taf pour lui. Et du coup, oui, ça lui a pris beaucoup moins de temps, mais c'était horrible. Il a détesté, il a détesté faire ça. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, comme réflexion sur ce que ça donne d'utiliser ces outils. Et il expliquait qu'après, du coup, il était un peu hanté par ça aussi, parce qu'à chaque fois qu'il faisait un projet, il allait se dire, ça me prendrait genre 3 mois de moins avec une IA. Enfin, une fois que tu l'as fait, tu peux pas revenir en arrière, en fait. T'as en tête que t'as cette possibilité-là. Vraiment difficile, en fait, comme prise de conscience pour lui. Le mec qui est considéré comme le père du LSD, Albert Hoffman, il est né avec Pluton au Levant en Gémeaux, ce qui est aussi assez marquant quand il y a quelque chose, un enjeu de pouvoir très très fort, un enjeu d'influence sur le collectif de cet ordre-là. C'est pas anodin quoi d'avoir Pluton en Gémeaux à l'ascendant comme ça. Tu sais, le concept de Pluton aussi, c'est un peu comme le lâcher prise. Je le vois beaucoup comme un accompagnateur. La personne qui t'accompagne dans le Styx, tu y fais confiance. Tu t'en vas dans le noir, vers l'inconnu. Tu t'en vas aussi vers une transformation. C'est des grandes idées qui sont reprises beaucoup quand on parle de Pluton. Des fois, tu sais, les concepts de thérapie, d'occulte, puis le shadow work, tout ça. Là, on parle des psychédéliques. Quand tu te lances dans une aventure comme ça, idéalement, t'es bien accompagné aussi, tu sais. Tu sais pas comment tu peux réagir, à quoi tu vas te confronter aussi. T'as un petit peu besoin d'avoir le courage d'aller dans des zones inconfortables, dans l'inconnu, puis ça peut être à plusieurs niveaux. Là on parle du psychédélique, puis de la conscience, puis du psychologique aussi. Mais même au niveau financier, tu sais, quelqu'un peut mettre la pression financière puis avoir un pouvoir sur toi. Tu as mentionné 2 thèmes qui sont très marqués par Pluton en parlant des psychédéliques, puis je pense qu'il y a vraiment ce thème qui revient beaucoup, en particulier avec le Gémeaux. On se laisse comme transformer la vision du monde complètement. Puis c'est très très Gémeaux, c'est aussi le mindset puis les choses qui se transforment puis l'espèce d'expérience Alice au pays des merveilles. En fait, elle est très souvent associée au contrôle et au fait de verrouiller les choses, les peurs et du coup la manière dont on a tendance à se replier sur ce qu'on peut contrôler parce qu'on a peur, parce qu'on est terrorisé à un niveau vraiment primal. Effectivement, il y a des expériences qui peuvent être qualifiées de plutoniennes qui sont vraiment cette idée de lâcher prise à un niveau hyper fondamental.
c'est parce que je suis tombée, en fait, sur un truc qui parlait d'un rituel dans l'Antiquité, que tu devais passer par là dans ta vie, ou est-ce que tu devais prendre de l'ergot. C'est comme tout en rapport, justement, avec le passage de la vie à la mort. C'est comme si tu vivais une simulation de c'était quoi de mourir, puis c'est comme une mort de l'ego, si on veut. Puis l'idée, c'était que si tu avais déjà vécu ça, ben là, tu allais vivre plus pleinement parce que tu allais avoir conscience de ta mortalité, tu sais. C'était mis en rapport avec l'étude, en fait, des psychédéliques dans la psychologie, dans la psychiatrie, en fait, contemporaine. Le fait de perturber la perception de la réalité, ça révèle, en fait, les mécanismes du cerveau, tu sais. Puis là, juste cette expérience-là de vivre la réalité sous un autre point de vue, ça te fait réaliser que le concept de réalité, c'est quelque chose qui est très fluide aussi, très construit en fait par l'intellect. Et que cette perception-là, c'est quelque chose qu'on prend en fait pour acquis dans notre quotidien. Fait que d'où justement, tantôt je parlais d'intelligence artificielle, puis de comment est-ce que notre conception d'intelligence c'est construit comme un programme justement, est construit par des fonctions, puis il est limité quand même dans qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais nous aussi on est limité, ne serait-ce que par le nombre de couleurs qu'on est capable de voir ou par la quantité de données. On a tendance à voir la perception de la réalité comme une espèce de fil continu, comme input-output, dans le sens que comme s'il y a un input constant d'informations puis que nous on filtre ça en temps réel. Alors qu'en fait, c'est on and off, c'est qu'on pick up des cues toutes les temps de millisecondes, par exemple, puis notre cerveau fait le pont entre les deux. Quand tu regardes un point fixe, ce que tu vois en périphérie, tu ne le vois pas réellement. C'est ton cerveau qui le construit à comme 80%, une affaire comme ça. Cette idée de mimétique, c'est comme comment est-ce que par les circonstances dans lesquelles les espèces sont, ils vont évoluer d'une certaine manière. Une espèce de mythos qu'on a autour de l'évolution, là, l'idée de la loi du plus fort puis tout ça, là, mais tu sais, dans le fond, l'évolution, c'est pas quelque chose de conscient, justement. C'est quelque chose de circonstanciel. Tu sais, c'est vraiment dans les circonstances, là, était mieux adaptée. Elle va continuer à persister versus une autre espèce. Puis, tu sais, c'est pas parce que elle est moins forte ou plus forte. T'sais. Les projections, en fait, qu'on peut faire en tant qu'être humain, qui sont hyper centrées sur notre compréhension à l'heure actuelle, la compréhension en vigueur de telle ou telle chose, notamment l'intelligence, au lieu de considérer typiquement certains processus naturels comme l'évolution pour ce qu'ils sont, il y a une projection une intention dans beaucoup de cas. Genre, la nature a voulu qu'il se passe ça. Est-ce que c'est vraiment une intention spécifique? Est-ce qu'il y a une personne est-ce qu'on peut projeter une intention comme ça? Est-ce que c'est pas beaucoup plus complexe, en fait? Et franchement, au-delà de notre compréhension, très souvent, c'est intéressant de considérer qu'on est limité et d'essayer de conceptualiser ça pas comme quelque chose de négatif, de pas considérer l'objectif comme une infinité de compréhension mais non, en fait, on est limité aussi parce que c'est bien pour nous de pas être constamment submergé. On a quelque chose à notre échelle et en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut pas dire qu'on peut abandonner l'idée de s'améliorer, etc. L'emphase sur certaines caractéristiques au détriment d'autres, ça nous dessert en tant qu'espèce. Et je pense là à la survalorisation de l'expansion. Et il y a certaines espèces qui ont été chassées jusqu'à l'extinction. Parfois, quand on essaye de définir l'intelligence, on est tellement limité, dans le mauvais sens, par notre incapacité à reconnaître la personne chez des êtres qui ne sont pas humains. C'est-à-dire que même notre notion de considérer le respect, on a tendance à parler d'humanité. On dit déshumaniser, c'est pas bien. Je suis là, ok, mais en fait, il y a des personnes qui sont pas humaines, qui restent des personnes qu'on peut respecter aussi. On n'est pas obligé de les humaniser pour les respecter, mais c'est comme si souvent, justement, en tant qu'être humain, on était obligé de considérer les autres êtres vivants comme humains ou une espèce d'ersatz d'humanité pour arriver à les appréhender comme des entités qui méritent notre respect, qui méritent notre considération, peut-être même notre admiration dans certains cas. Et typiquement sur la notion d'intelligence, je me dis qu'on gagnerait vraiment à remettre ça en question en fait, parce que là, avec notre notion d'intelligence très très basée sur le fait de verbaliser, sur la capacité à penser, à verbaliser, à intellectualiser, on arrive à une espèce de fétichisation de ça, au point où on se dit que ce qu'on a fait là, les intelligences artificielles, c'est réellement intelligent. C'est des machines qui régurgitent ce qu'on leur a dit de manière complètement hallucinante, avec littéralement des hallucinations, des inventions, des erreurs grossières. Et je me dis, mais peut-être qu'on gagnerait à se poser, à se dire, les arbres ont leur intelligence et on en apprendrait bien quelque chose. Ce à quoi ça m'a fait penser spontanément de considérer le concept des mimes, c'était deux sites web en particulier. Il y en a un qui s'appelle Know Your Meme. Où est l'origine de ce meme, quel est vraiment le concept de ce meme, etc. Donc, voilà, si vous connaissez pas ce site web,
les personnes qui écoutent, je vous recommande d'aller voir. Et en fait, ce site, il a été lancé en 2007, quand Saturne était en Vierge, avec Jupiter, Pluton à la fin du Sagittaire, et c'était une pleine lune en Gémeaux. Parce que du coup, avec Jupiter, Pluton, on a vraiment ce côté, on va répertorier toutes ces choses immenses qu'il y a sur Internet et permettre aux gens de s'instruire sur les mimes, ce qui est vraiment super drôle. Saturne en Vierge, on a le fait de catégoriser les choses. Pleine lune en Gémeaux, parce que les mimes, ça a quand même quelque chose d'extrêmement joueur. Et le deuxième site web que je voulais mentionner, c'est ImageFlip, qui est un site où on peut générer très facilement des mimes, mettre son image, ensuite mettre du texte ou prendre une image très populaire où il y a déjà plein de mimes qui ont été faits. Là aussi, grosse emphase sur le Gémeaux, ce que je trouvais vraiment on point. Aujourd'hui, quand on pense à un mime, on pense souvent à une image avec du texte. C'est quoi les premiers mimes? Tu sais, d'où ça vient les mimes, l'origine de ça? En fait, même le concept de mime, c'est quelque chose d'extrêmement fluide en tant que tel, qui prédate en fait Internet. Pour ça, je parlais d'évolution, tout ça, mais dans le fond, c'est juste comme un truc sémiologique en fait. C'est un élément de sens qui, à travers le contexte, peut changer de sens, ou tu sais, c'est comme il y a comme une espèce de flexibilité dans sa signification ou dans sa représentation. Tu sais, c'est pour ça que c'est dur à définir là. Tu sais, les petits S qu'on dessine dans les cahiers quand on est ado, de chaîne en forme de S là. Ce symbole-là, en fait, je pense ils l'ont retrouvé dans des cahiers de notes qui datent là de. Fait que c'est comme quelque chose qui s'est transmis un peu juste par la culture de l'école. Des gens l'ont vu dessiner quelque part, ils l'ont appris de leurs grands frères, grandes sœurs, ou je sais pas, de gens plus vieux, ils l'ont vu puis ils l'ont reproduit. Puis tu sais, il y a pas ce signe-là en tant que tel, il y a pas vraiment, en tout cas de ce que je sache, il y a pas vraiment de sens fixe. C'est juste comme une espèce de symbole qui traverse les époques. Et ça, c'est un bon exemple de mime, justement, qui existe complètement à l'extérieur du numérique. Ça peut être une chanson sur une vidéo. Et là, parce que tu entends cette chanson-là, tu sais que quelqu'un va tomber. Mais ça, c'est un mime aussi, tu sais. Mais il y a quelque chose dans dans ce jeu du sens, justement, dans cette réappropriation d'une image ou d'un son ou d'une vidéo qui est très Gémeaux aussi. Il y a comme une entropie du mime aussi, où est-ce que à partir du moment où est-ce qu'un mime est trop utilisé puis qu'il devient trop universel, il perd de son sens en fait. Les mimes, je pense, c'est des espèces de bonhommes dessinés noir et blanc là qu'on voyait, mettons plus en 2010 genre là. Ça vient des forums d'extrême droite là. Ouais, non, mais ça a comme rien à voir, ça a complètement changé de sens là. Il y a un phénomène avec les mimes aussi, justement les glissements de sens, mais pour créer de la confusion puis de la désinformation, on le réapplique dans différents contextes jusqu'à ce qu'il soit complètement, comme tu dis, dilué, souvent de façon ironique pour rire de l'origine du mime. Que ces mimes-là, par exemple, les noirs et blancs, ils ont été beaucoup utilisés dans les cultures incel, puis les forums de droite. Trump, genre, il s'exprime par mime sur Twitter, là. Tu sais, on parlait de deepfake aussi, tout ça, mais on parle souvent de l'ère de la post-vérité, tu sais. Les trolls aussi, quand tu penses à Elon Musk et à son influence justement sur les politiques américaines, tout ça, à Doge, tu sais, il y a eu le Dogecoin, la crypto-monnaie qui a repris les codes du mime, justement. Quand on dit post-vérité, tout ça, c'est qu'on est comme dans une ère où tout est un mime un peu, justement. Tout peut être pris depuis plusieurs angles différents, puis ça devient vraiment difficile de déterminer qu'est-ce qui est la réalité là-dedans. Puis on entend souvent, on peut plus rien dire, ou mais tu sais, c'est juste une blague, ou ben quand tout est une blague, c'est quoi le sens réel? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Les gens qui supportent encore des politiciens comme Trump, puis c'est comme un exemple un peu extrême. C'est tous les autres politiciens, mettons, qui ont des pratiques qui pourraient être apparentées à Trump, veulent pas être apparentés à Trump nécessairement, même s'ils utilisent les mêmes rhétoriques. Ça joue beaucoup de ce glissement de sens-là. C'est quoi les vraies valeurs qu'on essaie de véhiculer à travers ces messages-là? Parlant d'expérience personnelle, je veux dire, moi, je fais partie plus de la génération milléniale. Fait que là, j'ai vu, tu sais, les années 2000 où est-ce que les médias sociaux se sont répandus, puis le partage de mimes. Je vois aussi, après ça, les nouvelles générations, tout est cringe, genre, parce que faut que tout soit ironique, genre, jusqu'à un point où tu reviens pis t'es plus ironique parce que tout est cringe. Anyway. Tu sais, je veux pas dire que tout le monde était authentique, on avait plus d'honnêteté dans ce qu'on faisait, mais peut-être qu'on avait une plus grande naïveté, je sais pas trop. On est bombardé d'informations constamment, tu sais, puis c'est comme overwhelming, tu sais, à un certain point, puis on dirait que faut comme tout savoir. Puis il y a un côté d'appartenance, tu sais, le code switching, ça a rapport avec aussi faire partie d'une clique ou d'une communauté.
bien connaître un certain langage, un certain slang, certaines expressions online, par exemple, t'arrives à faire partie d'un certain groupe social. Tu sais, puis je pense qu'il y a ça aussi dans les mimes, tu sais, de vouloir avoir quelque chose qui est comme identifiable, comme avoir une espèce de point de repère où est-ce que, oui, OK, ça, c'est ma communauté. C'est un petit peu étourdissant, justement, en ce moment, avec l'ère de l'information puis la désinformation. On est comme appelé à prendre position. Puis il y a personne qui a de contrôle aussi. Tu sais, Doge que tu mentionnais, je pense que c'est une femme... je me souviens plus de où, mais en tout cas, qui a posté une photo de son chien. Puis il y a quelqu'un qui a juste décidé que ce chien-là allait devenir l'image. C'est intéressant de voir quand quelque chose devient viral, on en est complètement dépossédé. Et le continuum avec les intelligences artificielles à ce niveau-là, en fait, les points communs et le contraste avec la culture open source, en fait. Il y a des outils qui sont mis à disposition de tous gratuitement. Et je crois que souvent, il y a une grosse confusion autour de ça. On peut pas juste faire comme si on pouvait tout prendre sans demander alors que ça nous appartient pas. Et on peut quand même avoir des valeurs de partage, de mise en commun du savoir et de différentes créations. Il y a certaines personnes qui le font volontairement aussi, comme une espèce de volonté de justement de confondre, comme les groupes d'extrême droite, mettons les Groypers. C'est vraiment comme juste l'attention economy, puis on va choquer pour choquer, subvertir aussi des concepts pour avancer ta propre cause. Communauté de gens qui vont te suivre, t'adorer même, parce que t'as l'air intéressant. Je sais pas, il y a quelque chose d'inquiétant à ce niveau-là. Mais aussi, quand on comprend les mécanismes, c'est plus facile de le naviguer. Il faut juste rester très, très, très vigilante là-dedans, là. L'immensité de contacts qui est offerte via Internet, elle rend difficile la tâche d'adaptabilité parce que l'interaction qu'on a en tête-à-tête ou en trio ou même en petit groupe ou même avec une salle de 300 personnes, c'est différent que de s'adresser à l'immensité des gens qui ont accès à Internet à durée indéterminée et plus ou moins infinie, parce qu'en fait là, Internet, c'est pas juste je poste ça et puis demain je peux l'enlever si jamais en fait je suis là, non, en fait, à partir du moment où on a Wayback Machine, ce qu'on met sur Internet, ça vit pour toujours sur Internet. Il y a des sites web qui datent de 2008, même s'ils ont été enlevés en 2010, pour peu qu'ils aient été archivés, on y a toujours accès maintenant. Je sais que moi, c'est des choses que j'ai appris en étant jeune, ou c'est des choses qu'on m'a expliquées. Je suis pas né avec Internet à portée de doigt, en fait, à un âge où j'étais pas en mesure de comprendre ce que ça signifie. Alors qu'il y a des gens là qui naissent avec un accès à Internet très 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 tôt, à un âge où ils sont pas en mesure de saisir ce type d'enjeu. Et plus que ça, tu as un certain nombre de personnes qui ont déjà passé leur petite enfance avec leur image diffusée sur Internet, sans leur capacité à consentir de toute manière, voir des gens pour qui leur présence sur Internet en tant qu'enfant a été monétisée et aussi du coup mise à disposition de gens avec des motivations douteuses et prédatrices malheureusement. Et il y a des gens qui se sont déjà exprimés là-dessus en fait, sur le fait que leur enfance avait été monétisée par leurs parents et que c'était une forme d'abus parental en fait. C'est vraiment assez vertigineux de considérer, là en fait on a des outils qui n'ont pas de précédent de cette ampleur à l'échelle de l'histoire de l'espèce humaine. Et on mesure encore très très peu à quel point ça peut être dommageable. Et évidemment, il y a des précédents à certains égards, dans le sens où, par exemple, on ait des traces écrites de ce qu'on a dans notre tête. Avant, les gens devaient se souvenir de tête de beaucoup plus de choses et ils avaient plein de manières de faire ça. Des textes en rime, les mettre en musique, ce genre de choses. Mais du coup, il y a un pan de certaines capacités dans la culture orale, en termes de mémorisation et peut-être en termes de pratique artistique qui s'est probablement beaucoup appauvri du fait de l'avènement de l'écriture. Et je considère pas que ce soit une mauvaise chose. Mais du coup, je me dis, ok, quelles sont les conséquences d'Internet sur la culture humaine? À quel point est-ce qu'on prend certaines choses pour acquis parce qu'on dit, de toute façon, c'est sur Internet? Plein de gens qui se rendent pas forcément compte des conséquences de leur usage d'Internet ou qui sombrent dans une forme de nihilisme vis-à-vis de ça ou qui s'auto-censurent énormément aussi dans leur rapport à Internet. Mais vu qu'une grande partie de notre vie à l'heure actuelle se passe sur Internet, c'est vraiment particulier comme approche. Ça me fait penser à un autre sujet, les personnalités Internet. Il y a une persona qui se crée, juste comme l'avatar qu'on projette sur Internet, des filtres que les influenceuses utilisaient pour modifier leur visage. Tu sais, c'est souvent des influenceuses qui font du maquillage. Quand les gens les croisaient dans la réalité, ils étaient comme choqués de voir que les gens se ressemblent pas. Une espèce de personnalité parallèle qui se construit. Ou ne serait-ce que des gens qui ont une personnalité publique de bonnes personnes, puis que là, on apprend que finalement, je pense au dossier Epstein, qu'on apprend que Chomsky était ami avec Epstein. C'est des choses qui arrivent. Souvent, les gens, ils ont comme des espèces de deuil. Puis ça vient d'une espèce de relation parasociale, justement, de l'illusion. Comme on peut avoir l'illusion d'avoir une relation avec ChatGPT, mais on peut avoir l'illusion d'avoir une relation avec une célébrité. Nous, de notre point de vue, on la voit constamment
constamment dans notre téléphone, genre. Cette personne-là, elle est pas en contact avec nous. C'est une relation qui est unidirectionnelle. Déjà, c'est une image que cette personne-là choisit de projeter. Notre algorithme va aller structurer aussi notre perception un peu de la réalité. Ça fait beaucoup, en fait, de couches, de filtres, en fait, entre nous puis les gens qu'on peut rencontrer sur Internet, là. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 3e épisode de Pour convaincre un Capricorne. Si vous voulez en savoir plus sur Azur, vous pouvez consulter son site web azurastrologue.fr pour suivre ce qui est écrit. Donc, il y a un blog en français sur son site. Il y a même aussi des consultations astrologiques. Il écrit aussi en anglais. Là, ça sera sur Substack, mais les informations se trouvent aussi sur son site web. Et puis, sur les réseaux sociaux, on peut aussi le trouver Azur Ad Astra sur Instagram, Blue Sky et Threads. Et pour nous, Marianne et moi, c'est comme d'habitude Marie, M-A-R-I, Godbout sur Instagram et VM Baramba sur Instagram. V Massera aussi sur Blue Sky et Witch Cosmic si vous voulez des consultations astrologiques. Et puis, on a une nouveauté aussi, on a une nouvelle page Instagram maintenant, c'est le PCUC Pod. Donc, si ça vous tente de poursuivre la discussion un peu plus en temps réel avec du contenu autour des sujets de ce podcast, allez nous retrouver sur Instagram, PCUC Pod. Merci. On a déjà hâte de vous retrouver au prochain épisode.